Bonjour mes amis, alors je fais une vidéo aujourd'hui pour parler de plongée sous-marine parce que je fais une sorte de grève. J'ai pas envie de parler de politique en fait parce que je suis fâché parce que les médias français, littéralement des quotidiens de premier ordre, m'ont taillé un costard. C'est dans l'affaire Benalla parce qu'ils sont en train doucement de passer à la contre-offensive. Ils ont contacté ou ils auraient contacté l'Élysée. L'Élysée leur a dit non, Alexandre Benalla s'appelle Alexandre Benalla, il n'a pas un autre nom. Et donc, sur la foi d'une source si peu crédible que l'Élysée, hein, on vient donc dire oui, aldostérone, il a dit que le gars s'appelait Lassène et tout, aldostérone est un extrémiste, islamophobe. Alors, ils ont dit d'abord islamophobe, hein, ils ont d'abord mis islamophobe dans l'article, et après, ils ont regardé un petit peu, ils se sont dit non, peut-être pas si islamophobe que ça, les mecs. Et puis boum, ils ont remplacé islamophobe par un blogueur d'extrême droite. Je veux dire, c'est du foutage de gueule complet. Je suis choqué que des médias d'État, hein, parce que c'est des médias subventionnés, donc c'est des médias d'État, viennent m'attaquer. Je suis un blogueur, je ne reçois pas de subvention, je n'ai même pas de publicité sur mes comment dirais-je, sur mes vidéos. Et ils viennent me traiter de trucs mais qui n'ont aucun sens. Et en plus, euh, si vous regardez le timestamp à l'instant où j'ai publié ma vidéo, si vous cherchez dans les blogs et vous cherchez dans Twitter et tout ça, vous allez trouver qu'il y a plein d'articles et tout qui datent de bien avant ma vidéo, qui datent de plusieurs heures avant ma vidéo, qui reprennent exactement ce nom-là. Donc écoutez, je vous parle de plongée sous-marine, ok. Je vais faire là. Et en plus, je vais vous dire un truc. Quand tu veux débunker une histoire, attends au moins qu'on en sache tout. Je veux dire, nous sommes dans un merdier total, nous nageons en plein cirage, tout le monde ment, y compris votre président. Votre ministre de l'Intérieur, selon ses propres déclarations devant une commission parlementaire, ne sait rien à ce qui est en train de se passer. Comment vous pouvez savoir? Et comment moi, blogueur de mon État, je peux savoir plus que votre ministre de l'Intérieur. Je veux dire, nous nageons en plein merdier, nous cherchons tous ensemble à essayer de démêler un écheveau de mensonges, de faux semblants. Bon, ben voilà quoi. On va finir par arriver à la fin, à la réalité de la chose, mais bon. Deuxièmement, par rapport à. J'ai suggéré que le gars, comme l'ont suggéré en fait les Algériens, travaillerait pour les services marocains. Bon, ma foi, ça c'est juste une présomption, mais que tu ne pourras jamais confirmer ou invalider, parce que généralement dans ce genre de business, il n'y a pas de traces. Hein. Tu vas pas trouver des fiches de salaire ou des trucs comme ça. C'est juste ça arrive ou ça n'arrive pas, mais voilà. Moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que quelqu'un qui a plusieurs nationalités, je n'ai pas le droit, par exemple, d'occuper en Algérie un poste gouvernemental important. Alors, j'aurais le droit de travailler dans une mairie, possiblement, mais je suis même pas sûr que je pourrais devenir le maire d'une bourgade de 300 habitants. Pourquoi? Parce que il y a ce problème de la double allégeance ou de l'allégeance multiple. Et effectivement, les Algériens pensent, à tort ou à raison, que si par exemple tu es algérien mais qu'en même temps tu as une nationalité quelconque, par exemple tu as une nationalité anglaise, est-ce que tu pourras résister si jamais le MI6 ou le MI5 te prennent entre quatre yeux et te disent écoute, on a besoin de toi, c'est une histoire de sécurité nationale et tout. Est-ce que tu pourras répondre non à ce genre de sollicitation? Ou bien, si par exemple, ils ne le font pas comme ça, mais ils le font autrement, ils vont fouiller dans ta vie, dans tes comptes et tout, puis ils te font du chantage, tout simplement. Ils disent, écoute, tu vis dans ce pays, on a regardé les 10 dernières années, il y a des choses à redire. Bon, on peut fermer les yeux, mais on a besoin quand même on a besoin que tu nous aides. Est-ce que tu peux vraiment le faire? Ou bien ils te menacent par tes parents, ou ils te menacent par ton frère, ou ils te menacent par quelqu'un de ta famille. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça que l'Algérie, par exemple, et pas l'Algérie seulement, l'Australie, pareil, refuse de laisser des personnes qui ont des nationalités multiples, leur refuse l'accès à des secrets défense, leur refuse l'accès aux sphères du pouvoir et tout cela, parce qu'il y a toujours un risque, on va dire, plus élevé de compromission avec des services étrangers, c'est tout. Mais tu ne pourras jamais réellement le démontrer. En tout cas, je parle de plongée sous-marine et j'arrête, et puis je vais parler de plongée sous-marine pendant 12 vidéos, juste comme ça. Alors, vous savez, j'ai vu, pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai vu que Michael Blanc, ce Français qui s'est fait gauler il y a 20 ans à peu près, à l'aéroport de Bali avec de la drogue,
vient de rentrer chez lui. D'accord. Moi, j'avais suivi son histoire parce que à l'époque où j'avais la télévision, c'était Thierry Ardisson qui en parlait beaucoup. Hein. Il ne faisait pas une émission sans parler de lui. Et le gars se déclarait innocent sur la fois que la bouteille ne lui appartenait pas, que c'était quelqu'un qui lui a donné. Alors, j'aimerais quand même parler aux jeunes qui sont attirés par l'Asie, qui sont attirés par le voyage et tout ça, qui est une très bonne chose. Hein. Aller explorer, découvrir, franchement, c'est génial, ça enrichit. Par contre, il faut pas déconner, hein, quand tu vas en Asie en particulier, avec la drogue, parce qu'ils ne rigolent pas du tout avec cela. Il y a quelques années, il y avait un jeune Australien qui était en transit par Singapour, si ma mémoire est bonne, était en transit par Singapour, et il avait de la drogue sur lui. En fait, il avait pris un vol quelque part, je crois, en Thaïlande, je ne sais plus où, et il y avait une escale technique qu'il n'avait pas prévue, l'escale était à Singapour. Le gars, il descend, hein, il est invité de descendre de l'avion, il n'a pas le choix, il attend au terminal, et il se retrouve donc avec une certaine quantité de drogue en plein Singapour. Alors, les mecs, ils l'ont arrêté. Et il y a eu une grande, je me souviens, une grande affaire. Hein, il y a une grande affaire, même le pape était intervenu, hein, en sa faveur. Et finalement, Singapour a fini par le relâcher et le renvoyer en Australie, mais il l'avait pendu avant. Donc il est revenu dans une caisse en bois, quoi. Donc, pour vous dire que même pour des affaires de joints ou des affaires de petites quantités de drogue, dans des pays asiatiques, et là je vais inclure, je sais que c'est pas en Asie, mais je vais partir de l'Égypte et aller jusqu'au Japon inclus, tu peux vraiment te mettre dans une situation absolument horrifiante si tu touches à ces choses-là. En Europe, je trouve qu'on ne donne pas aux affaires de drogue, on ne les traite pas avec la sévérité qu'elles mériteraient, mais en Asie, c'est une autre dimension. Alors, Monsieur Michael Blanc, il était arrivé à Bali après plusieurs escales avec une bouteille de plongée, n'est-ce pas? Et on ne sait pas par quelle intuition absolument extraordinaire, par quelle providence, les douaniers ont été l'ouvrir. Et puis dévisser la robinetterie, ce n'est pas facile à faire, mais ils l'ont fait. Et puis ils ont trouvé à l'intérieur 3,5 kg de résine de cannabis. Petite affaire, hein, c'est minable, petite affaire, petite peine, 20 ans de prison. Au départ, c'était même perpète. Et après, suite à un certain nombre d'interventions politiques et sa famille qui a fait du foin et tout, c'est tombé à 20 ans. Et voilà, c'est pour ça qu'il vient seulement de revenir. Il avait 26 ans à l'époque, il va avoir 50 ans maintenant. Okay. Donc, parlons rapidement des bouteilles de plongée, juste pour vous situer. La bouteille de plongée, bon, il y a toutes les tailles. Il y a la petite bouteille des fois qu'on utilise juste comme backup, on va dire. Hein, juste, il y a des gens, ils attachent une petite bouteille comme ça à leur bouteille principale, juste au cas où. Mais il y a aussi des bouteilles pour enfants, il y a des bouteilles pour adultes, il y a des bouteilles qui sont en binôme, il y a des bouteilles qui sont en trois. Mais toujours est-il, la bouteille classique, genre 15 litres, elle a cette taille-là, elle est assez grande, et elle est extrêmement lourde. Voyager avec ça, c'est très difficile parce que les compagnies aériennes facturent une fortune, hein, c'est un excédent de bagages. Attendez, comme ça fait chaud dans ce véhicule. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Okay, tu vas payer la compagnie aérienne peut-être dans les 200 € pour voyager avec tes bouteilles aller-retour. Tu sais combien coûte une bouteille chez Decathlon? Elle coûte entre 150 à 200 €. Tu peux toucher d'une bouteille d'occasion en bon état à 80 €. D'accord? Donc c'est un équipement qui est pas cher du tout, mais qui est très lourd, très encombrant et très difficile à transporter. Et en plus, quand un plongeur sort de l'eau, il laisse en général minimum dans les 50 bars dans la bouteille. La bouteille, on ne la laisse jamais se vider. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que l'humidité de l'air, que l'air rentre dedans. Parce que le compresseur qui la gonfle, lui, il retire l'humidité. Quand tu plonges, l'air est l'air que tu respires est extrêmement sec. Ça assèche la gorge, même si tu es dans un environnement d'eau en réalité. D'accord? Autre chose. La bouteille, n'étant pas chère à acheter, elle n'est pas chère à louer. Ça signifie que si tu prends ta bouteille, tu dois la vider complètement, hein, d'après l'exigence de la compagnie aérienne. Donc laisser l'humidité rentrer dedans, potentiellement endommager ta bouteille de l'intérieur. Bon. Tu la transportes, tu arrives sur ton lieu de vacances, et là, elle est vide. Donc tu dois payer quelqu'un pour te la gonfler. Il facture combien pour la gonfler? Le gars, il va facturer peut-être 5 € pour la gonfler.
Mais si tu n'as pas de bouteille et tu veux louer une bouteille gonflée déjà, le gars, il va facturer 5 euros pour te louer une bouteille déjà gonflée. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens du tout. Économiquement parlant, franchement, si vraiment tu insistes à posséder ta propre bouteille, bah, tu vas sur ton lieu de vacances, tu l'achètes et tu la jettes à la poubelle avant de partir, ça coûterait moins cher. Et économiquement parlant, en termes d'argent, ça ne fait aucun sens. Parce que c'est un objet, contrairement aux palmes, contrairement aux masques et aux autres, aux détendeurs, la bouteille est un objet qui n'est pas très personnel. Hein, d'accord. Une bouteille envoie une autre. Donc les plongeurs, quand ils vont plonger, quand ils ont besoin d'une bouteille, généralement ils ont des forfaits, ils la prennent du rack des bouteilles pleines, hein, plongent avec, et quand il revient, il la jette dans le rack des bouteilles vides, et puis, ma foi, la prochaine fois, il prend une autre. Il n'y a personne qui met son nom sur cette bouteille, il dit je suis là, celle-là. Hein, il y en a qui aiment une jaune, il y en a qui aiment une bleue, ou peu importe, mais à la fin, elles se valent toutes. D'accord. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, il n'y a aucun plongeur au monde qui voyage avec des bouteilles de plongée. Ça ne se fait pas dans le milieu des plongeurs. Donc, si je suis à Bali et je vois une bouteille arriver sur le carrousel des bagages, à l'instant où la bouteille se montre, dans ma tête, je vais dire comprimé, cristaux, poudre, or, argent, diamant, tabac, enfin, n'importe quoi. Mais en tout cas, pas une bouteille de plongée normale. Alors, c'est exactement ce qu'ont dû penser les douaniers de l'aéroport de Bali quand ils ont vu le gars arriver avec sa bouteille. Je veux dire, les mecs, je vais être honnête avec vous, les mecs, des fois, ces douaniers, quand tu vas sur une destination exotique, des fois, ils n'ont pas l'air présentables, des fois, ils n'ont pas l'air accompagnables, des fois, ils ont un déficit de présentation évident. Par contre, si tu as 26 ans, tu dois quand même penser que le mec que tu vois là, ce que toi, tu as vécu depuis ta naissance jusqu'à ta 26 ans, lui, il a passé dans cet aéroport à scanner des bagages. Donc le jeu, si tu l'acceptes, la mission impossible, hein, si tu l'acceptes, c'est que tu arrives à planquer de la drogue dans un bagage, de sorte que ce gars-là, quel n'est pour ces choses-là, parce qu'il a scanné des millions de bagages, ça lui échappe. D'accord. Par contre, si tu perds, tu as le droit à un seul essai, et si tu perds, tu risques la corde au cou. Il faut être fou pour tenter un jeu pareil. Et justement, ce jeune Michael Blanc, à l'époque il était jeune, ce jeune Michael Blanc, je veux dire, il est tombé sur des amateurs. Il est tombé vraiment sur des amateurs de caniveau, quoi. Parce que même un trafiquant, on va dire, digne de ce nom, il ne faut pas mettre sa drogue dans une bouteille de plongée, parce qu'autrement, vaut mieux la mettre dans une valise et écrire en plusieurs langues qu'il y a de la drogue là-dedans. C'est tout. Je veux dire, les gars, ils n'ont pas envie de perdre leur drogue, aller l'offrir directement, elle va te fumer par la douane. Je veux dire, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc, le mec est arrivé, il se fait gauler, et puis, voilà, la défense, c'est pas à moi, quelqu'un me l'a donné. Alors, écoutez, c'est comme ici, en Angleterre, on a une fille, elle est partie, elle vient d'un village, une petite ville au nord de l'Angleterre, où franchement, les gens devraient rester là-bas et ne jamais voyager. Elle a pris sur elle de transporter 300 comprimés de tramadol, et elle a été avec en Égypte, hein, pour les délivrer à quelqu'un avec lequel elle sortait depuis quelques années, dont elle ne connaissait même pas le vrai nom. Elle se fait gauler à l'aéroport, 3 ans de prison. D'accord. Tout le monde dit, elle est innocente parce qu'elle ne savait pas que c'était interdit. Elle ne savait pas que c'était interdit en Égypte. Donc elle est innocente. Je veux dire, attendez, il faut arrêter vos conneries. Il te condamne pas pour ton savoir. Il te condamne pas parce que tu sais ou tu ne sais pas. C'est pas un examen, c'est pas le bac non plus. Je veux dire, il te condamne parce que tu t'es retrouvé en cet endroit-là avec cette substance-là, c'est tout. Alors après que tu le saches pas, que tu l'as transporté pour des raisons, par malice ou par ignorance ou par stupidité ou pour des raisons religieuses ou autres, je veux dire, les mecs, ils s'en foutent complètement, quoi. Ça, c'est entre toi et toi-même, hein. C'est ta propre conscience, hein. Ça, ils rentrent pas là-dedans, quoi. D'accord. C'est comme le gars, moi, je peux comprendre. Le gars, il a 26 ans, plein de gens sont pas futés à 26 ans, quoi. Moi, je n'étais pas futé à 26 ans, je vous cache pas. Bon, j'étais quand même relativement raisonnable, hein. Mes parents m'ont quand même averti de 2-3 trucs.
pour ne pas transporter des trucs pour des inconnus à travers les aéroports, et pour ne pas sauter dans des piscines la tête première, quoi. C'est tout. Je veux dire, les bases. Si à 26 ans, tu sais ces deux trucs, à 26 ans, je te demande que deux choses. Les piscines, d'accord, parce que des fois, elles font 80 cm de profondeur, tu t'éclates la tête, hein, comme un gars récemment, enfin, un gars récemment, ça arrive tout le temps. Et puis, transporter des trucs pour des inconnus dans les aéroports. C'est deux choses que tu maîtrises à 26 ans. Si vraiment tu as maîtrisé cela à 26 ans, on peut dire que tu as réussi ta vie à ce moment-là. À 27, tu apprendras autre chose. Mais à 26, tout ce qu'on peut exiger de toi. Alors, le mec, il dit je suis innocent parce que c'est pas à moi. Alors moi j'ai transporté pour quelqu'un, donc je suis innocent. Non, t'es pas innocent. Je veux dire, tu as pris une bouteille, tu l'as enregistrée, tu as été monté dans l'avion avec, tu l'as récupéré sur le carrousel des bagages. Alors après, qu'elle soit pas à toi, ou elle soit à toi, ou que tu as fait 50-50 avec un autre, ou peu importe. Je vais dire, bon voilà, quoi, hein, la réalité c'est la réalité. Tu t'es retrouvé dans un pays qui pend, qui tue pour de la possession de drogue, et tu étais en possession de drogue, c'est tout, voilà. Bon, tu savais pas, ben voilà, quoi, c'est sympa, hein, mais bon, ça change rien à la réalité, c'est ça le truc. C'est que beaucoup de jeunes croient que ils pourront s'en sortir en disant, c'est pas à moi. De toute façon, quand on gaule des gens avec de la drogue, ils disent toujours c'est pas à moi. Il y a des gens, on l'a trouvé dans leur rectum, ils disent c'est pas à moi. Je vais dire, il faut être honnête avec à un moment donné, enfin. Je vais peut-être arrêter. Mais c'est vrai que la plongée sous-marine est très intéressante. Ça nous conduit des fois vers des... Alors, à propos de... Quand j'ai pensé au gars qui met la drogue dans son rectum, j'ai pensé à ces pauvres Thaïlandais qui étaient coincés dans une grotte. Vous savez, qui étaient coincés dans une grotte en Thaïlande. Ils sont entrés dans ce boyau extrêmement étroit qui fait 5 km de long. Et puis, ils étaient coincés au fond. Moi, j'avais suivi l'histoire depuis le début. Et au départ, je ne vous cache pas que quand les premières dépêches sont tombées sur leur disparition, tout le monde pensait qu'ils s'étaient noyés. Après, par miracle, ils ont été retrouvés vivants. Mais en fait, dans quelle situation? Dans une situation absolument abominable. Ils étaient au bout de cette grotte. Et puis, avec 5 km, donc une grande partie sous l'eau, qu'il fallait franchir. Alors, j'ai été touché parce que tu vois, tu suis des trucs, donc émotionnellement, tu deviens engagé là-dedans. Et à un moment donné, j'avais caressé l'idée d'aller donner un coup de main. Je me suis dit, je connais des clubs ici, je peux donner 2 coups de fil, on prêtera du matériel. Je peux donner 2 autres coups de fil, je peux obtenir quelques milliers d'euros pour financer l'excédent de bagages, hein, c'est ça le truc. Et puis aller en Thaïlande, donner un coup de main. D'accord? Parce que la majorité des gens qui étaient là-bas, qui donnaient un coup de main, n'étaient pas nécessairement des spéléos. Hein. Ceux qui vont jusqu'au bout, c'était les spéléos. Mais il y avait beaucoup de plongeurs qui n'allaient pas jusqu'au bout, qui étaient là pour aider à gonfler les bouteilles, les emmener vers un camp de base et tout ça. En fait, moi-même, j'avais une expérience de plongée, mais c'était une plongée dans des environnements ouverts. D'accord? Parce qu'il y a 2 types de plongée, si tu veux. Environnement ouvert, environnement fermé. Alors, l'environnement ouvert, ça signifie que tu as un accès direct à la surface. Okay? Même si parfois, entre toi et la surface, il peut y avoir des obstacles physiologiques. Par exemple, ça exige un palier à un moment donné. Donc la surface est accessible, mais peut-être pas nécessairement si accessible que cela. Et puis, il y a l'environnement fermé. Alors l'environnement fermé, c'est plonger dans une grotte, dans un tube rempli d'eau, dans une crevasse, dans une, comment on appelle ça, une épave, et tout ça, où tu n'as pas directement accès à la surface. Ça signifie qu'en cas de problème, bon voilà quoi, en cas de problème, il n'y a pas d'échappatoire facile. Mais en même temps, j'avais plongé dans des lacs d'altitude, dans des lacs gelés avec de l'eau qui arrive avec la neige qui arrive jusqu'au bord. J'avais plongé de nuit, j'avais plongé dans une visibilité de zéro, du café, littéralement tu mets ta main là, à 10 cm de ton base, tu la vois pas, et tout. Donc je m'étais dit, je pourrais peut-être donner un coup de main. Voilà, c'était ça l'idée que j'avais en tête, hein, vous entendez bien ça là. Et puis, j'étais en train d'y réfléchir, et voilà que je me retrouve dans un centre commercial, ok. J'étais aux toilettes pour ne rien vous cacher, enfin j'ai quitté les toilettes, et à ce moment-là, j'entends une femme tambouriner, des éclats de voix, une femme tambouriner contre une porte, et en fait ça venait des toilettes des femmes. Il y avait juste une chicane qui permettait d'aller vers les toilettes des femmes. Donc ce que je fais, je prends sur moi de m'approcher, il y avait une dame qui est en train de tambouriner sur une porte. Je lui dis, je peux venir? Elle me dit oui. Ok. J'arrive, donc muni de cette autorisation, j'arrive, et puis elle me dit que son enfant est bloqué à l'intérieur des toilettes. Okay. Il y avait un enfant à l'intérieur des toilettes qui était bloqué. Alors,
Ce que je fais, je regarde la serrure c'est une grosse serrure comme ça. Il y avait de l'autre côté une grosse vis, hein, on voyait surgir une grosse vis, la tête d'une vis en fait, qui avait une fente. Voilà. À ce moment-là, j'ai une idée géniale, je prends mon porte-monnaie, je sors une pièce de 50 centimes, et puis je tente d'ouvrir cette vis qui était extrêmement lourde, et j'ai compris pourquoi l'enfant n'arrivait pas à ouvrir. Et en fait, je vous la fais courte, hein, parce que c'était vraiment la fête au village. Euh, L'enfant tourne de l'autre côté, moi je tourne de l'extérieur, et à un moment donné, clac, la porte s'ouvre. Il y a une gamine de 7-8 ans qui est très contente d'être libérée, qui rejoint donc sa mère. Et voilà, moi, ma présence n'ayant plus lieu d'être, je m'éclipse, je sors de cet endroit. Et là, j'ai comme une révélation en fait. Je me dis voilà mon ami, tu penses apporter une valeur ajoutée dans une opération de secours à l'autre bout du monde, où des enfants sont coincés dans une grotte par laquelle on accède par des boyaux extrêmement étroits, d'accord, long de 5 km. Alors que, voilà que tu as galéré pendant 5 minutes pour sauver un enfant de chiottes de supermarché. Il faut le dire. Ça m'a fait une révélation. Je me suis dit peut-être que j'arrête là. Je me suis dit peut-être que j'arrête là. Je me suis dit les gens qui sont sur site sont plus expérimentés que moi, en plus beaucoup plus d'équipement, beaucoup plus d'expérience. Et leur expérience est récente, pas comme la mienne qui est ancienne. D'accord, parce que mon expérience date de l'époque où je vivais en Suisse, hein, où je plongeais dans, dans ces lacs absolument abominables. Je ne sais même plus quel plaisir je pouvais trouver. C'était juste probablement une recherche d'aventure. Hein. C'était une recherche d'adrénaline et d'aventure plus qu'autre chose. Et voilà, cette histoire, si vous voulez, m'a rappelé à la réalité, à ma réalité en fait, hein, où je me suis dit non, je serais peut-être pas en mesure, d'apporter une aide dans une situation pareille, étant donné que la vie vient de me démontrer que peut-être j'ai le niveau, hein, pour aider un enfant coincé dans des chiottes, c'est tout. C'est juste une providence qui est venue me signaler quelque chose, c'est tout. Donc voilà, des fois il faut écouter les providences. J'espère que cette vidéo sera une providence pour des jeunes qui peut-être veulent faire des conneries en Asie, et j'ai envie de leur dire ne le faites pas, hein, écoutez-moi sur ce coup-là. Écoutez ce sombre extrémiste décrit dans les médias français, d'accord, qui vous dit juste tentez pas le diable. Voilà. Je vous laisse mes amis, et puis je reviens une autre fois pour une autre vidéo sur la plongée sous-marine, ou la cuisine, ou la mécanique auto.